Merci d'être présents si nombreux en ligne pour cette visioconférence consacrée aux premiers enseignements de la guerre entre Israël et l'Iran, guerre qui a démarré il y a quasiment une semaine maintenant, et il nous semblait opportun de réunir rapidement quelques-uns des chercheurs de l'IFRI qui travaillent sur ces questions. On n'a pas pu avoir tous les chercheurs de l'IFRI qui travaillent sur ces sujets pour des raisons d'agenda, mais il fallait aussi que ça reste gérable et avoir une visioconférence avec 4 intervenants en 1 heure, c'est déjà beaucoup. Nous ne traiterons pas spécifiquement des questions énergétiques, par exemple, mais nous avons quand même un panel extrêmement compétent et qui va couvrir un large spectre au cours de l'heure à venir. Alors, je vais les présenter très brièvement. Il y a à ma droite Dorothée Schmidt, qui est responsable du programme Turquie et Moyen-Orient de l'IFRI, qui couvre toute la zone, qui a une expertise plus spécifique sur la Turquie, mais qui avait également fait une thèse de doctorat sur le conflit israélo-palestinien et la manière dont il est traité par les pays européens. À ma gauche, il y a Amélie Ferret, qui est responsable du laboratoire de recherche sur la défense, qui couvre plus spécifiquement donc, les questions militaires, mais qui a une expertise sur Israël. Elle a notamment vécu sur place et elle avait notamment fait sa thèse sur la question des assassinats ciblés. Et puis en ligne, ils n'ont pas pu être là physiquement aujourd'hui, mais je les remercie d'être présents. Nous avons Héloïse Fayet, qui est la personne à l'IFRI qui traite plus spécifiquement des questions de prolifération nucléaire et de dissuasion et qui a suivi au fil des années le développement du programme nucléaire iranien. Et puis Clément Terme qui est chercheur associé à l'IFRI, au programme Turquie et Moyen-Orient, et qui est lui un spécialiste de l'Iran, pays où il a vécu. Et il y a quelques années, même pas mal d'années, il avait fait une thèse de doctorat sur les relations entre l'Iran et la Russie. Alors, je ne vais pas faire d'introduction parce qu'encore une fois, nous n'avons pas beaucoup de temps. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de substance pour chaque intervention. Donc, j'ai demandé à chacun des intervenants de faire des remarques introductives de 5 minutes, pas plus. On va commencer par Amélie qui traitera donc d'Israël, la stratégie israélienne. Quelle est cette stratégie? Où va-t-on? Ensuite, on aura Héloïse qui nous parlera justement du programme nucléaire iranien. Que sait-on aujourd'hui de ces destructions? Là encore, où peut-on aller? Qu'en est-il des négociations? Sont-elles définitivement abandonnées? La solution militaire peut-elle conduire à une destruction de ce programme? Quelles conséquences ça peut avoir aussi sur l'environnement en termes de radiation, etc. Bref, ça c'est pour Héloïse. Ensuite, on en viendra à Clément. Clément qui nous parlera du régime iranien et de la société iranienne. Est-ce que le regime change dont on parle beaucoup depuis maintenant 2 jours peut advenir? Quelles pourraient être les conséquences? Quelle opposition existe-t-il en Iran, etc. Et puis on terminera avec Dorothée qui dressera un panorama large des réactions régionales. Vous pouvez pendant toute cette période envoyer vos questions en utilisant la fonction Q&A, questions et réponses, Q&A. Ça dépend si vous êtes en français ou en anglais sur Zoom. Et je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de questions. Donc, il y aura probablement quelques frustrations dans le public, mais j'essaierai au maximum de tenir compte de vos questions. Et je note que quelqu'un dans le chat signale que le son est haché. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, si le problème vient de chez nous ou de la connexion de l'utilisateur, mais on va essayer en tout cas de résoudre ce problème s'il est généralisé. Voilà, je laisse immédiatement la parole à Amélie pour 5 minutes. Merci beaucoup, Marc. Donc, pour comprendre ce qu'on est en train de vivre et de voir entre Iran et Israël, je pense qu'il faut peut-être d'abord expliquer la stratégie israélienne avant de revenir donc, sur l'opération militaire en tant que telle. Ce que j'aimerais, enfin, une première série de remarques est sur la fixation israélienne sur l'Iran qui ne date pas du 7 octobre 2023, mais qui est bien antérieure et qui, par ailleurs, a été un cheval de bataille pour Binyamin Netanyahou en particulier, qui a vraiment fait un travail d'alerte auprès de la communauté internationale sur le danger potentiel que pouvait représenter
un programme nucléaire militaire de la part de l'Iran. Donc pourquoi Israël considère que c'est impossible d'avoir un Iran nucléaire à côté, enfin, dans le voisinage au Moyen-Orient? Parce que ce serait un effondrement en fait de la posture de dissuasion israélienne qui détient la bombe nucléaire, même s'il n'y a pas enfin, de reconnaissance officielle. Mais ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir à terme, plutôt à moyen terme, donc dans 40, 50 ans, la possibilité d'une guerre conventionnelle avec des pays alliés qui viennent contre Israël. Et donc c'est pour ça que ça a toujours été une ligne rouge, un Iran nucléaire. Après le 7 octobre, cette conviction, elle s'est renforcée parce que dès le 7 octobre, en fait, la lecture qui a été proposée par Netanyahou de l'attaque était de dire que c'est certes une attaque qui a été faite depuis Gaza, mais en réalité, elle n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Iran envers le Hamas. Et donc, dans la lecture israélienne, il y a vraiment cette guerre sur les 7 fronts avec une volonté très méthodique de desserrer l'étau imposé par l'Iran autour d'Israël, d'une part avec des frappes en Syrie qui sont en fait dans une continuité on a eu des frappes israéliennes en Syrie depuis des années maintenant, avec l'opération contre le Hezbollah, l'opération spectaculaire des beepers, avec les frappes contre les Houthis et surtout avec l'effondrement du régime de Bachar el-Assad qui a vraiment accéléré et rendu plus facile en fait une opération ensuite contre l'Iran. Sachant que le tabou de frappe cinétique, donc d'envoi de missiles entre l'Iran et Israël, était tombé à la suite des différents échanges de salves qu'il y a eu depuis 14 mois. Donc, pour les Israéliens, après avoir neutralisé les capacités militaires du Hamas à Gaza et avoir donc desserré cet étau iranien, avec en plus l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui a toujours été partisan d'une stratégie très dure vis-à-vis de l'Iran, il y avait une fenêtre d'opportunité politique. Donc, sur le plan militaire, comment s'est déroulée cette opération? Donc, plutôt sur le bilan, donc, on a depuis vendredi dernier plus de 1100 cibles qui ont été traitées par les Israéliens en Iran. Donc, une opération extrêmement vaste. Des cibles qui, en fait, revêtent trois catégories. Un ciblage sur les capacités balistiques de l'Iran de manière à diminuer en fait la possibilité de représailles que peuvent avoir les Iraniens sur Israël, des frappes contre les installations nucléaires et aussi du ciblage, donc des frappes sur des personnalités préidentifiées, par exemple dans le programme nucléaire, mais pas que, aussi chez les gardiens de la Révolution ou même dans l'appareil étatique. Avec d'ailleurs, on note un changement dans les cibles, puisque là, on aurait eu une cyberattaque israélienne sur une plateforme de crypto-monnaie qui est utilisée justement par les gardiens de la Révolution, et aussi sur une université qui serait liée, au moins idéologiquement, à cette branche. Donc, on a petit à petit une évolution dans les cibles avec un bilan juste de près un peu plus de 500 personnes en Iran qui auraient été tuées dans les bombardements israéliens. Du côté des pertes israéliennes, donc le grand souci israélien, c'était de pouvoir frapper l'Iran sans en fait mettre en danger de manière trop importante sa propre population. Évidemment, Israël est très connu pour avoir des très bons systèmes de défense antiaérien avec le dôme de fer et donc ces différentes couches, avec aussi le choix de faire du durcissement, c'est-à-dire que quand on doit construire un appartement ou un immeuble à Tel Aviv ou ailleurs, il faut impérativement qu'il y ait ce qu'on appelle un mamad, c'est-à-dire un abri. Donc la population a pu se réfugier dans ces abris, ce qui a limité le nombre de pertes, mais on est quand même, on avoisine les 30 morts du côté israélien. Merci. Je ne rebondis pas tout de suite, je me retiens et je passe la parole à Héloïse Fayet pour nous parler de la dimension nucléaire. Oui, vous m'entendez bien?
Très bien, Parfait. Héloïse, merci. Merci beaucoup, Marc, pour cette initiative et ce point rapide. Alors, j'aurai 4 points donc en 5 minutes sur le nucléaire. Donc, le premier point, déjà, en fait, la première leçon qu'on peut tirer, et on s'en doutait déjà depuis quelques mois, c'est vraiment l'échec de la stratégie de dissuasion conventionnelle de la part de l'Iran qui reposait sur 3 piliers. Donc, déjà, en fait, le réseau de milices qui était proche de l'Iran, donc les Iraniens appelaient l'axe de la résistance, qui a été, comme Amélie l'a rappelé, soigneusement démantelé, notamment le Hamas, le Hezbollah, et puis dans une moindre mesure, les Houthis. Ensuite, ce deuxième pilier, c'est justement l'arsenal balistique conventionnel de l'Iran, qui représente en fait, qui représentait la plus grande menace pour le territoire israélien et qui là aussi en fait a montré ses limites. Donc déjà en avril et en octobre 2024, le système effectivement de défense antimissile israélien avait montré à quel point ces missiles étaient difficiles, ne pouvaient pas facilement frapper le territoire israélien et ça s'est à nouveau produit là ces derniers jours, même si, et on pourra en reparler, on observe du côté israélien un épuisement en termes de stock d'intercepteurs et de l'autre côté, en fait, il y a aussi un épuisement en termes de stock de missiles balistiques. Et le troisième point de cette stratégie de dissuasion conventionnelle, c'était le statut iranien d'état du seuil, donc une sorte de latence nucléaire. Et là aussi, en fait, on se rend compte que cette stratégie a échoué à protéger le territoire iranien d'une attaque israélienne. Le deuxième point à retenir, je pense, c'est vraiment l'importance d'une appréciation autonome de la situation sur en fait tous les domaines qui touchent évidemment à l'Iran et en particulier par rapport à son programme nucléaire. Étant donné que si aujourd'hui en fait les Israéliens conduisent cette attaque, c'est aussi parce qu'ils le justifient à l'aide de preuves que pour l'instant on demande encore à voir sur en fait le fait que les Iraniens seraient plus près que jamais d'une arme nucléaire. Donc cette interprétation, elle est contestée déjà en fait par le renseignement américain lui-même. C'était hier encore un article de CNN qui expliquait que selon plusieurs personnes du renseignement américain interrogées, l'Iran est toujours à ce même stade de latence nucléaire, c'est-à-dire que leur programme est trop avancé pour être strictement civil, mais ils n'ont pas pris les étapes techniques et politiques nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire. Donc c'est encore l'interprétation qui prévaut au sein de la communauté du renseignement aux États-Unis, a priori aussi celle en Europe, celle aussi de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais effectivement, selon les services de renseignement israéliens, ils auraient présenté des preuves à Donald Trump, notamment en termes de détonique, donc c'est-à-dire la fabrication d'un détonateur pour des bombes, qui expliquerait en fait cette menace imminente contre le territoire israélien et cette justification de l'attaque, même si, et on pourra là aussi en reparler, si les Iraniens veulent un jour se doter de l'arme nucléaire, ce sera a priori à des fins de dissuasion, donc c'est-à-dire de stricte défense, plutôt que d'attaque en fait du territoire israélien, sachant que les Israéliens ont aussi l'arme nucléaire et donc seraient capables de riposter contre le territoire iranien. Ensuite, troisième point, donc c'est évidemment les difficultés à porter un coup majeur au programme nucléaire iranien avec des moyens uniquement militaires. Donc là, il y a 3 principaux sites du programme nucléaire iranien qui ont été endommagés par les frappes israéliennes. Donc le premier site, c'est celui de Natanz, qui en fait sert en partie à l'enrichissement de l'uranium à des petites quantités, enfin un faible taux d'enrichissement. Donc les installations qui sont en surface, qui étaient assez récentes, ont été détruites. Et selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, les centrifugeuses donc, qui permettent d'enrichir l'uranium en sous-sol ont aussi été partiellement détruites, mais là, pas à cause en fait des frappes israéliennes, parce qu'en fait, elles étaient suffisamment profondément établies pour qu'elles ne soient pas directement touchées par des frappes aériennes, mais plutôt en fait à cause des pannes d'électricité qui ont été générées par les frappes israéliennes. Le deuxième site qui a été ciblé, c'est celui d'Ispahan, alors qui était très important pour le programme nucléaire iranien, car en fait c'est là où ils peuvent notamment fabriquer de l'uranium métal, qui est en fait l'un des principaux enfin, un composant important pour justement l'arsenalisation d'un programme nucléaire. Donc celui-ci aussi a été partiellement détruit. Et puis le troisième site dont on parle beaucoup évidemment actuellement, donc c'est celui de Fordo
qui lui en fait est très profondément là aussi installé et qui sert en fait à l'enrichissement à des hautes quantités, c'est-à-dire de l'enrichissement de l'uranium à 60%. Celui-ci n'a pour l'instant subi apparemment aucun dégât, même s'il peut y avoir des interprétations un petit peu contradictoires. Et c'est vraiment sur ce point en fait que qu'achoppe en fait la stratégie israélienne de pas de destruction du programme, mais en tout cas de le repousser en arrière, de le faire revenir en fait en arrière en termes d'avancement, parce que selon les experts, uniquement des bombes, en fait des GBU-57 portées par des B-2 américains pourraient causer des dégâts suffisants au programme nucléaire iranien. En plus, évidemment, de la neutralisation de scientifiques. Et puis, donc, le quatrième point, évidemment, c'est celui sur est-ce que ça ne peut pas juste provoquer les Iraniens à se doter d'armes nucléaires? Est-ce que ça ne peut pas juste accélérer une stratégie qui, pour l'instant, à nouveau, on ne voyait pas de signe de construction d'une arme nucléaire en Iran? Eh bien, là aussi, il y a plusieurs interprétations. Alors, tout d'abord, vous avez une partie qui va expliquer qu'en fait, les Israéliens avaient évidemment pensé à ça avant de lancer une attaque, et donc ils estiment que non, une telle attaque ne va pas pousser les Iraniens vers une arme nucléaire, ou alors que les Israéliens auront de nouveaux moyens pour quand même les empêcher d'aller vers une arme nucléaire, peut-être les affaiblir assez pour qu'ils acceptent des conditions en termes de négociation, que les Iraniens jugeaient à présent inacceptables. Et c'est ce qui semble peut-être se dessiner, étant donné qu'il y aura une réunion normalement demain entre signataires européens du JCPOA et représentants iraniens. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a une autre partie de la communauté stratégique qui estime que oui, cette attaque ne peut que servir le récit iranien d'un besoin d'une arme nucléaire pour se défendre. Donc c'est ce qui semble se dessiner déjà avec une possible sortie du traité de non-prolifération nucléaire par l'Iran. Et puis, ça sert aussi une rhétorique que l'on voyait apparaître en fait depuis plusieurs mois au sein de la communauté stratégique iranienne, donc à la fois des parlementaires, des chercheurs, mais aussi des membres du gouvernement, qui appelaient en fait l'ayatollah Khamenei face justement à cette faiblesse de la dissuasion conventionnelle dont je parlais, donc qui appelait l'ayatollah Khamenei à en fait changer de politique sur le nucléaire et à autoriser des recherches plus poussées sur l'arme nucléaire afin d'aller peut-être vers une arsenalisation. Merci beaucoup, Héloïse. On enchaîne tout de suite avec Clément Terme sur l'Iran, le régime, la société, etc. Merci Marc. Oui, juste oui, dans la continuité des propos des collègues, juste sur les cibles israéliennes en Iran, il y a aussi des cibles maintenant qui touchent le secteur énergétique avec des dépôts de carburant. Le champ de South Pars a aussi été visé et une raffinerie également, ainsi que tous les organes du pouvoir. Donc, ce qui m'amène à ta question, Marc, sur le changement de régime. Donc, les cibles militaires élargies, la police, le ministère des Renseignements, la justice, l'élimination du chef des renseignements des gardiens de la Révolution. Ça, ce sont des cibles sécuritaires qui relèvent de la sécurité interne du pays et l'appareil de sécurité, et donc qui pourraient indiquer l'intention d'un objectif implicite d'Israël du changement de régime. Maintenant, face à ces cibles militaires qui s'élargissent, et peut-être l'implication américaine aussi aux côtés d'Israël qui changerait la donne pour le régime iranien et aussi pour la société, la réplique possible du régime, c'est en général une surenchère idéologique et militaire. Donc, on l'a vu, le dernier discours du guide, qui ressemblait un peu au discours peut-être de Ben Laden, que tu connais bien, Marc. Il était tout seul sous terre cette fois, donc on voit une évolution par rapport au discours précédent. Et donc là, c'est le raidissement, c'est pas de paix imposée, pas de guerre imposée, et donc la ligne dure qui prévaut, et donc la surenchère sécuritaire. Donc ça, c'est le premier scénario. Ça serait une république islamique qui survit malgré tout et qui devient encore plus violente. C'est-à-dire, on voit par exemple dans les prisons devraient, selon le droit international, être protégées, les prisonniers relâchés. On voit au contraire, notamment au Kurdistan, l'élimination de prisonniers qui demandaient à être mis en sécurité. Le régime a tiré à balles réelles sur ces prisonniers. Donc, pression extérieure, ce qu'on appelle le complexe obsessionnel de la République islamique, répression qui s'accroît à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le cauchemar des Iraniens, c'est le rêve des faucons américains, c'est la balkanisation de l'Iran et donc le chaos. Et donc là, c'est le fameux, vous savez, scénario, notre génération, Marc connaît bien ça, à l'irakienne 2003, l'Afghanistan 2001.
mais l'Iran n'est pas ces pays-là. Donc, la comparaison n'est pas raison et le contexte est totalement différent. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a des peurs relatives à ce scénario qu'il va se réaliser non plus. Et le dernier scénario, c'est un scénario positif, finalement, l'émergence d'un nouvel Iran qui serait plus, avec un système politique plus conforme aux préférences de l'opinion publique iranienne, qui soit à la fois la paix, donc qui est contre majoritairement les opérations militaires en cours, mais qui est aussi contre le régime. Il faut rappeler que on parle souvent du droit international pour évaluer la légalité ou pas de l'intervention militaire israélienne, qui est clairement illégale au regard du droit international, mais le régime iranien est aussi en violation du droit international. Il est accusé de crimes contre l'humanité par l'Organisation des Nations Unies. Et donc, il est à ce titre aussi l'objet d'un suivi par les organes internationaux et par les organisations internationales pour les violations des droits humains contre sa propre population. Et le guide suprême, Ali Khamenei, est désigné comme le principal responsable de ces violations des droits humains et de ces crimes contre l'humanité commis par le régime dans le cadre du mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022. Donc il n'y aura pas de ralliement vers le drapeau. D'ailleurs, le drapeau de la République islamique n'est pas le drapeau traditionnel de l'Iran avec le lion et le soleil. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité nationale. Le régime essaye de faire croire qu'il travaille à sa cohésion interne et de faire croire que cette cohésion interne, depuis l'élection du modéré Pezeshkian, est en fait une unité nationale. Donc il y a quand même ce scénario positif qui existe. Donc la rencontre entre un choc militaire externe et après la chute du régime, l'émergence d'un nouvel Iran qui serait plus un Iran nationaliste et qui ne défendrait pas une idéologie transnationale. Pour conclure sur l'opposition et les alternatives au régime, donc on essaye souvent d'opposer les opposants de l'étranger avec les activistes à l'intérieur du pays. Au contraire, chacun joue son rôle. Donc, les activistes à l'intérieur du pays, la société civile, les élites intellectuelles, on dit souvent que les prisons iraniennes sont les universités de l'Iran, ont souffert, ont un capital politique considérable parce qu'ils ont vécu toutes ces décennies sous la République islamique. Et ceux de l'extérieur relaient la souffrance à l'intérieur et relaient les informations de l'intérieur, notamment en ce moment qu'il y a une coupure Internet depuis 19 ou 20 heures, l'Internet national est coupé en Iran. Donc, le précédent d'une telle coupure, c'était en novembre 2019, justement, les manifestations contre l'augmentation des prix de l'essence. Donc, vous voyez, le fait de cibler des dépôts de carburant, vous comparez avec les manifestations d'Aban de novembre, Aban, c'est le mois iranien, de novembre 2019, 1500 morts à l'époque, des tirs à balles réelles sur les manifestants par le régime. Donc on voit qu'on est dans cette situation finalement où l'alternative au régime peine à se dessiner parce que le régime ne s'est pas encore effondré, tout simplement. Donc cette question de il n'y a pas d'alternative au régime et la peur du chaos sont dans le débat public, mais je pense que le régime a perdu quand même son dernier argument, c'est-à-dire d'éviter la guerre au pays. Et donc là, le fait que la posture idéologique finalement de la République islamique de 1979 46 ans après ce changement politique, conduisent si vous voulez, cette opération israélienne également, même si c'est une opération qui a été décidée en Israël, mais c'est aussi les choix politiques de l'Iran révolutionnaire depuis 1979 et les dynamiques politiques internes, le refus, par exemple, de la proposition de Donald Trump par le guide suprême dans son discours le 4 juin, qui ont conduit, et les réactions successives, la surenchère nucléaire, à la possibilité, à rendre possible cette intervention, ou en tout cas à ne pas l'éviter. Donc, on est, si vous voulez, aujourd'hui dans un dilemme stratégique pour le régime qui n'a pas d'alliés extérieurs. La Russie et la Chine sont neutres, ne veulent pas s'engager militairement aux côtés de l'Iran. Et le régime n'a pas aussi à l'intérieur un soutien massif. Sa survie tient surtout à la volonté militaire d'Israël et surtout des États-Unis. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout et jusqu'où sont-ils prêts à aller dans l'effort militaire? Parce que les gardiens de la révolution, le régime a beaucoup investi. C'est là le paradoxe. C'est l'investissement dans la sécurité, dans les affaires militaires qui était considérable dans les choix du pays ces dernières années, qui contribue à cette crise de légitimité. Et le régime dépend aujourd'hui de cet investissement dans le militaire, dans l'appareil de sécurité pour sa propre survie, mais il a perdu, si vous voulez, toute forme de légitimité politique. Merci Clément. Je ne dirais pas que la Russie et la Chine sont neutres parce qu'ils se sont prononcés ouvertement, ils ont condamné Israël, mais c'est vrai qu'ils ne s'engageront pas militairement aux côtés de l'Iran. Il y a eu notamment un échange téléphonique ce matin entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Dorothée, je te passe la parole, mais je signale que dans le chat, il y a une question sur l'impact possible sur les États du Conseil de coopération du Golfe, mais je suppose que tu comptais en parler.
Oui, absolument. Donc, merci Marc pour ce temps d'échange entre chercheurs de l'IFRI. On travaille tous sur ces sujets un peu parallèles. Vous voyez qu'on a une bonne masse critique sur ce qui concerne l'Iran. Moi, je vais essayer de dézoomer. Comme je suis la dernière à parler, je vais essayer de ne pas m'étaler plus trop que les 5-6 minutes que tout le monde a pris. J'ai quand même 4 questions, comme Héloïse. Première question, c'est comment se dessinent les camps? Et donc là, pour enchaîner sur ce que disait Clément, ce qui est très frappant, c'est que l'Iran n'a pas de soutien à l'heure actuelle. Le régime iranien n'a pas d'amis. En revanche, tous les pays de la région savent que l'Iran continuera d'exister comme pays, comme entité géographique, politique, et donc il y a une forme de prudence effectivement à se positionner. Soulignons quand même qu'en face, Israël n'a pas tellement d'amis à ce stade non plus, et qu'en revanche, comme Israël met en scène sa propre fragilité, il y a une vraie interrogation stratégique, je pense, des acteurs du Moyen-Orient sur ce que sera l'avenir et sur la façon dont les nouveaux équilibres de sécurité se décideront et les équipes politiques se décideront. Donc le Golfe, les pays du CCG réagissent très peu, se tiennent à carreau, ils sont absolument tétanisés. Je note la position de la Syrie, très intéressante, seul pays qui n'a pas condamné les frappes israéliennes parmi les pays arabes, alors que pourtant ce n'est pas forcément le régime sur lequel les Israéliens compteraient le plus. Mais en tout cas, la question est, est-ce que Benjamin Netanyahou arrive à opérer une sorte de renversement diplomatique à partir du moment où il s'attaque au régime iranien que personne n'aime? Deuxième question très importante, est-ce qu'on va vers un réengagement américain? Il ne vous a pas échappé que ça, c'était le grand sujet débattu un peu partout parce que les hésitations de Trump et sa manière de mettre en scène ses propres hésitations inquiètent un peu tout le monde. Alors, au-delà de la question de la division de la base aux États-Unis entre les revanchistes et les pacifistes, est-ce qu'un engagement militaire américain lourd servira à quelque chose? Hier, j'étais sur un plateau avec un intervenant qui dit, si on envisageait que les Américains envoient des troupes au sol en Iran. Et là, je me dis, ouf, mon Dieu, ça me semble quand même être allé extrêmement loin pour un président qui, lui, effectivement, comme tout le monde le sait, a fait campagne sur l'idée qu'il allait régler à peu près toutes les guerres du monde. Et son plan au Moyen-Orient, je vous rappelle que c'était de faire du business. Il est revenu de son premier voyage à l'étranger en Arabie Saoudite avec 600 milliards de contrats dans son escarcelle. Or, à l'heure actuelle, l'effet des guerres est absolument désastreux sur cette perspective, bien entendu. Par ailleurs, Trump est un président qui fait payer son soutien, payer ses interventions. Les Européens le savent. Et donc, le coût de cette guerre va être extrêmement compliqué à répercuter dans les calculs stratégiques américains. Par ailleurs, les Américains sont défiés aussi par d'autres acteurs dans la région. Je pense qu'il y a une vraie perte de confiance dans l'automaticité du soutien américain pour les pays du Golfe notamment. Israël est même dans un dialogue très critique, très compliqué avec Donald Trump. Et donc, on a quand même une généralisation du débat sur l'autonomie stratégique dans toute la région, dans tous ces pays. Et l'interrogation sur le fait d'avoir d'autres partenaires. Alors, ceux qu'a cité Clément tout à l'heure, encore la Chine et la Russie, qui eux-mêmes voient mis à mal complètement leurs propres efforts pour organiser des partenariats avec ces pays sous cette menace sécuritaire. C'est comme si finalement les Américains étaient en train de forcer la main à tout le monde alors qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire à l'avenir. Troisième point, à quel moment est-ce que la diplomatie revient? Le cycle actuel étant hyper militarisé, je veux rappeler qu'on a quand même eu beaucoup de diplomatie arabe autour du 7 octobre. Avant même, on a eu ce début de réconciliation avec l'Iran disons, enfin, avec la facilitation, les bons offices chinois. On a eu autour du 7 octobre, après le 7 octobre, un réveil des diplomaties arabes pour faire de la limitation des dégâts. Donc la diplomatie, notamment des pays qui ont déjà fait la paix avec Israël, donc de la Jordanie et de l'Égypte, qui étaient très présents. Les médiateurs, Qatar, Oman. Évidemment, les Saoudiens, la maturation de la diplomatie saoudienne avec la perspective de cette conférence sur la question palestinienne, cette conférence franco-saoudienne qui est annulée pour le moment, enfin ajournée. Donc ça, c'est l'existence de ces diplomaties arabes et leur retour, leur tentative de travailler. La diplomatie paradoxale de Trump, qui, quand les frappes israéliennes commencent, dit ah bah c'est formidable parce que là, on va avoir la possibilité de faire enfin un bon deal avec les Iraniens. Bon, c'est une façon un peu spéciale de faire la diplomatie, effectivement, à nouveau, cette diplomatie du rapport de force. Et puis la question de à quoi servent les Européens. Donc demain, comme l'a dit Héloïse, on a ce qui se dessine, une réunion entre le ministre des Affaires étrangères iranien et ses trois contreparties euh, allemandes, françaises et britanniques. Un meeting qui se prépare en lien avec les États-Unis, donc finalement une diplomatie européenne qui serait en appui aux efforts américains. Et puis chacun qui veut faire passer des messages, mais un absent finalement de ce format diplomatique qui est Israël. Or Israël pour le moment à la main. Donc pour finir, à quoi peut ressembler ce fameux nouveau Moyen-Orient qu'annonce Benjamin Netanyahou, qui avant l'annonçait
de temps en temps, un peu comme un motif rhétorique, puis qui maintenant le redit à nouveau. Bon, tout dépend évidemment de l'horizon temporel sur lequel on se situe, mais tout d'abord, ce qui me frappe, c'est que c'est un Moyen-Orient qui se réorientalise dans ce qu'on voit de pire dans notre perception de ce que sont les défauts de la région, donc l'autoritarisme, le nettoyage ethnique, l'expansionnisme, donc la contestation des frontières, la fétichisation du militaire, l'ultramilitarisation, avec le détournement des ressources de développement intérieur qui doivent nourrir la course aux armements. Ça, c'est quelque chose qui inquiète quand même beaucoup les États du Golfe, qui vont certainement devoir, à partir de cette séquence d'insécurité qui se dessine, devoir détourner une partie de leurs fonds souverains pour stabiliser leur propre pays, ce qu'ils ont déjà fait à d'autres moments, notamment au moment de la crise financière de 2008. Donc, ceci nous rattache à la question de la croissance mondiale. On pourra parler aussi des prix du pétrole, j'imagine qu'il y en aura dans les questions. Est-ce qu'on est dans une région qui est en train de devenir une région faillie à partir de la succession des États faillis? Donc ça, c'est une chose que je trouve extrêmement intéressante du point de vue cynique à imaginer. L'Irak n'est pas un pays qui est complètement stabilisé depuis presque 25 ans. Et là, on a un Iran dont on nous dit qu'il va peut-être entrer dans une phase de transition, de chaos, dont on ne sait pas du tout ce qu'elle va donner. La perspective d'une nucléarisation de la région, j'en discutais récemment avec des collègues, qui me disent que l'Azerbaïdjan parle aussi d'acquérir l'arme nucléaire maintenant. Évidemment, les Saoudiens s'y intéressent, les Turcs à terme potentiellement. Donc, on peut arriver au contraire à une sorte de prolifération de la volonté de militarisation du nucléaire dans la région. Ce qui se dessine, c'est aussi une nouvelle vague de réfugiés. Les Turcs sont extrêmement inquiets sur ce point avec leurs frontières avec l'Iran. Il y aura évidemment beaucoup de gens qui vont vouloir quitter l'Iran. Or, on sort à peine et on n'est pas vraiment sorti d'une crise de réfugiés syriens qui a vraiment redessiné intégralement notre rapport à la région parce que beaucoup d'entre eux sont venus en Europe, je vous le rappelle. Et je voudrais, bon, alors la démocratie n'est pas vraiment l'horizon, ça j'ai déjà dit, mais je veux aussi rappeler qu'aujourd'hui, on parle moins de la question palestinienne, effectivement. Or, je m'interroge sur ce que sera la trace palestinienne pour l'histoire. Je pense que quand on arrive à des niveaux de violence comme ceux qui sont actuellement démontrés par le gouvernement israélien vis-à-vis des Palestiniens, à partir du moment où le débat est posé sur la table, dans le débat international sur génocide ou pas génocide, à partir de ce moment où ce mot surgit, c'est un mot qui ne disparaît jamais. Donc, la question palestinienne va ressurgir à un endroit. Les Israéliens font tout pour elle soit déterritorialisée, pour qu'elle n'existe plus dans le contexte palestinien, mais elle ressurgira ailleurs. Et ma grande question est ailleurs. Est-ce que ce sera aux États-Unis, en Europe, sous quelle forme? Sous une forme ultra-violente ou sous une forme de réflexion mémorielle qui pourra éventuellement, y compris judiciaire, qui pourra éventuellement amener à un règlement pacifique. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas poser mes propres questions comme je l'avais prévu parce qu'il y a vraiment énormément de questions dans le chat et je vais essayer d'en sélectionner un maximum. Mais il y aura quand même des frustrés parce qu'il y en a trop pour pouvoir tout traiter. Il nous faudrait probablement toute l'après-midi. Euh, Première question pour Amélie, c'est sur la question des défenses anti-aériennes israéliennes. Dans le fond, pourquoi cette fois-ci, il y a eu plus de missiles iraniens qui ont fait coup au but qu'en octobre, alors que dans les chiffres qui étaient communiqués, il y avait quand même beaucoup de projectiles. Alors peut-être que dans les projectiles, il y avait plus de drones, c'est peut-être ça la réponse. Voilà. Mais il y a cette question-là. Et puis peut-être que je la prolonge aussi avec une question sur les munitions, puisqu'effectivement, on a vu, même si c'est officiellement contesté par les Israéliens, mais on a vu des nouvelles passer sur le fait que les munitions d'Arrow, pas de THAAD, pouvaient être, ni de Patriot, pouvaient être potentiellement épuisées sous 10 ou 12 jours côté israélien, et à ce moment-là, ils auraient besoin d'un soutien israélien pour fournir des nouvelles munitions ou pour intervenir directement. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Qu'est-ce que ça voudrait dire un Israël sans Arrow? Est-ce que Saad et Patriot peuvent permettre de compenser? Bref, qu'est-ce que ça veut dire pour la défense d'Israël? Ok, alors, ce que je peux dire, c'est que, donc, effectivement, il faut regarder, donc, il y a une défense antiaérienne israélienne qui est extrêmement performante. Elle est en trois couches, en fait. Une couche qui est l'Iron Dome courte portée, notamment pour les roquettes.
une couche intermédiaire qui est David Sling et l'interception enfin, extra-atmosphérique avec les Arrow 3, qui sont par ailleurs capables aussi d'intercepter des missiles hypersoniques. Et apparemment, les Iraniens ont dit qu'ils avaient envoyé des missiles hypersonique. Donc, une défense anti-aérienne qui est extrêmement conséquente, qui est doublée, comme je l'ai dit, par un durcissement des infrastructures qui permet quand même de limiter la casse. Après, il y a la question donc la possibilité de saturer ce système en envoyant des salves très nourries. C'est ce qu'avait fait le Hamas, par exemple, le 7 octobre, en envoyant 5000 roquettes d'un coup, qui était la plus grande salve de roquettes dans l'histoire Hamas-Israël, et aussi qualitativement en fonction de qu'est-ce qu'on envoie. Donc là, d'après les estimations, on aurait 1000 drones, à peu près, un millier de drones qui auraient été envoyés, qui sont donc assez simples à intercepter, mais on peut voir que les outils qui n'ont pas des systèmes qui sont extrêmement sophistiqués, eux aussi, il y a certains drones qui passent. Donc, c'est pas parce que c'est un drone que c'est intercepté à coup sûr. C'est important de le garder en tête. Et on aurait à peu près 400 missiles donc, iraniens qui auraient été envoyés. Sachant que les estimations pour les missiles balistiques iraniens, on est autour, bon, c'est des informations qui sont difficilement vérifiables, mais on est autour de 2000 missiles. Donc ça veut dire qu'il en reste quand même pas mal. Après, là, ce qu'on regarde, ce qu'on voit dans l'évolution des frappes, c'est que les Iraniens envoient moins de missiles dans les jours, enfin, par rapport au 13. Il y a une décrue, mais ça peut être expliqué par deux choses. Premièrement, par le fait que les Israéliens ont détruit un certain nombre de sites de lancement de missiles. Donc, ça fait que c'est plus compliqué de les envoyer. Et deuxièmement, justement, parce qu'il y a une volonté des Iraniens de trouver le chemin de la désescalade, en fait, et de trouver le chemin potentiellement de la négociation pour arrêter, pour arrêter ça. Voilà ce que je peux dire pour ça, mais moi, ce que je vois quand même du côté israélien, c'est qu'il y a, en fait, du côté israélien, il faut quand même en revenir à ça. Il y a vraiment cette idée que c'est inacceptable d'avoir un Iran nucléaire. Et comme c'est inacceptable, il faut frapper parce qu'il y avait cette idée de breakout time, là, de fait que les Iraniens auraient pu avoir la bombe nucléaire dans un délai enfin, qui allait jusqu'à 24 mois d'après les estimations que j'ai lues. Donc, une volonté israélienne de détruire les installations, de ralentir s'ils ralentissent, quitte à retaper quand il y aura une reconstruction. Donc il faut vraiment se dire que même, du point de vue israélien, même s'il y a une reconstruction des infrastructures nucléaires, ils iront retaper les infrastructures nucléaires. Et par ailleurs, pour les Israéliens, le mieux, ce serait justement un changement de régime parce que ce serait une manière d'annihiler politiquement et pas simplement militairement la volonté iranienne d'avoir un programme nucléaire. Et je terminerai simplement par dire, pour nourrir, enfin pour développer ou en écho à ce que Clément a dit tout à l'heure, que on note aussi qu'il y a une volonté en fait des Israéliens de trouver des dissidents qui soient capables de proposer une alternative au régime actuel. Et on voit que le Mossad fait une campagne qui dit, voilà, si vous êtes un dissident, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et c'est une campagne qui passe par les réseaux sociaux et en tout cas qui est très médiatisée en Israël. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais du point de vue israélien, il y a quand même une forme de sensation d'euphorie et de penser qu'il n'y a plus aucun tabou, que tout est possible et qu'on peut faire un changement de régime en Iran. Merci. Héloïse, il y a plusieurs questions. Il y a, des questions sur l'AIEA. Alors ce matin, il y a eu une remarque assez vive du porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien contre l'AIEA et Raphaël Grossi en particulier, expliquant que l'AIEA en réalité avait pris parti, avait préparé la guerre, etc. Euh, que penses-tu de cette déclaration et qu'est-ce que ça veut dire du rôle futur éventuel de l'AIEA? Et puis il y a une question qui est hors dissuasion, prolifération, mais que je t'adresse quand même, qui est sur le blocage du détroit d'Ormuz potentiel.
Euh, Sachant qu'on avait publié en 2021 un article dans la revue Politique étrangère de Morgane Paglia sur ce sujet, et cet article est en libre accès si vous voulez le relire. Il est sur le site de l'IFRI. Je te laisse la parole, Héloïse. Oui, et peut-être pour quelque chose d'un peu plus large en fait sur le rôle de l'AIEA et puis en fait de la diplomatie. Donc c'est certain qu'il y a une politisation des rapports qui sont publiés par l'AIEA. Donc déjà dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien et puis aussi de garanties spécifiques entre l'Iran et l'AIEA. Donc l'agence publie tous les 3 mois un rapport très détaillé sur les capacités nucléaires iraniennes. Alors on sait évidemment que les inspecteurs ont de plus en plus de mal à accéder aux sites nucléaires iraniens. Mais effectivement, le dernier rapport donc, qui a été publié en début de semaine dernière, enfin qui a été voté au Conseil des gouverneurs en début de semaine dernière, allait encore plus loin en fait dans les estimations habituelles, donc avec un taux d'enrichissement record. Et surtout, l'agence se montrait, on va dire, très suspicieuse par rapport à certaines déclarations de l'Iran. Et donc, en fait, c'est ça qui est, selon le régime iranien, qui a été utilisé en fait par Israël pour justifier son attaque. Et donc, c'est notamment pour ça qu'ils accusent l'AIEA d'avoir provoqué la guerre. Mais c'est certain qu'on voit en fait un peu partout dans les médias et sur les réseaux sociaux une interprétation erronée du rapport de l'AIEA en disant que l'agence montrait du coup que l'Iran allait avoir l'arme nucléaire dans 2 semaines, alors qu'en fait non, hein, c'est pas du tout le cas. C'est simplement ils étaient capables, ils ont la matière fissile effectivement nécessaire pour fabriquer plusieurs armes nucléaires en quelques semaines, mais ils ont uniquement la matière pour l'instant et ils n'ont pas pris les étapes nécessaires pour aller plus loin. Dans tous les cas, donc dans les négociations diplomatiques qui étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran avant qu'Israël ne disrupte absolument tout le processus, il y avait effectivement cette question de quel rôle pour l'AIEA. Et c'est le directeur de l'AIEA, donc Raphaël Grossi, qui avait dit, je crois, fin avril, dans une interview pour Le Monde, sans nous, donc sans l'agence, cet accord direct entre l'Iran et l'AIEA ne sera en fait qu'un bout de papier enfin cet accord direct pardon, entre l'Iran et les États-Unis, qui du coup n'a pas été signé, ne sera qu'un bout de papier, car pour être certain en fait de toutes les capacités nucléaires iraniennes, il faut un accès vraiment complet et total de l'AIEA aux sites nucléaires iraniens. Donc là, en fait, il est vraiment important de continuer à soutenir le rôle de l'agence et essayer de la réimpliquer au maximum, en fait, dans les discussions qu'ils peuvent avoir, soit entre l'Iran et les États-Unis, soit entre l'Iran et le format E3. Alors, je vois une question effectivement sur le fait que Jean-Noël Barrot vient de dire que c'était effectivement pas certain. Donc, on attend de voir s'il y aura vraiment une réunion demain. Et dans tous les cas, en fait, la meilleure solution pour régler, entre guillemets, le problème nucléaire iranien, on l'avait trouvé quand même avec le JCPOA. Enfin voilà, je rappelle qu'entre 2015, donc date de signature du JCPOA, et 2018, où Donald Trump est sorti de l'accord, l'Iran respectait entièrement ses engagements vis-à-vis de l'agence et de la communauté internationale. Donc si les Israéliens, en fait, ne veulent pas d'un Iran nucléaire, ils peuvent aussi soutenir des efforts diplomatiques, mais on sait bien qu'ils trouvaient que le JCPOA n'allait pas assez loin, notamment en termes de limitation sur le programme balistique conventionnel iranien. Et sur le détroit d'Ormuz, oui, donc effectivement, c'est une hypothèse qui revient de plus en plus. Je pense que enfin, il y a pas mal de scénarios évidemment qui sont possibles, mais effectivement, enfin, là, les Iraniens se posent vraiment en fait comme victimes de l'attaque israélienne et semblent effectivement, comme ça a été dit, plutôt chercher une désescalade ou en tout cas une option, enfin, faire jouer quand même la négociation. Enfin, parce qu'il y a d'autres options qui sont aussi possibles, hein, par exemple se frapper des sites militaires américains dans la région. Mais tout ça, à mon sens, ne ferait que changer l'image que la communauté, enfin, aggraver l'image, on va dire, que la communauté internationale a de l'Iran, faire rentrer en fait les États-Unis encore plus dans le conflit. Donc je pense que l'option du blocus d'Ormuz n'est pas très probable, mais Clément aura peut-être un avis différent là-dessus. Et si je peux juste très rapidement rebondir aussi sur la question d'un autre régime iranien qui serait moins favorable à l'arme nucléaire, je pense que c'est pas forcément le cas. Il faut se rappeler que le programme nucléaire iranien, alors certes civil, il avait été quand même lancé par le Shah d'Iran, donc avec un autre régime, et à mon sens, tant que l'Iran se sentira menacé par ses voisins, et notamment Israël, qui est doté de l'arme nucléaire,
ils pourront en fait maintenir un programme nucléaire. Alors évidemment avec plus d'ouverture à la discussion. On se souvient que c'était Rouhani qui justement avait relancé en fait les négociations avec la communauté internationale. Mais je pense pas que le changement de régime soit une solution magique pour effacer en fait le rêve d'un programme nucléaire iranien. Merci Héloïse. Clément, il y a plusieurs questions sur la société iranienne. Que sait-on d'elle, de l'opposition de la population ou au contraire du soutien de la population au régime? Il n'y a pas d'institut de sondage indépendant en Iran, j'imagine, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que sait-on de l'opposition? On a parlé beaucoup de la dynastie Pahlavi, on a parlé des Moudjahidines du peuple, le Parti communiste a fait une déclaration aussi. Bref, voilà, qu'est-ce qu'on sait de la société civile et de l'opposition dans le pays? Oui, c'est une question complexe dans un contexte politique de fermeture de l'Iran depuis 1979. Avant de répondre à ta question, Marc, juste sur le changement de régime et les ambitions nucléaires, pour clarifier, à l'époque, par la vie, justement, dans les années 70, l'Iran était déjà un État du seuil. Mais c'est l'essai nucléaire indien en 1974 qui a déclenché, si vous voulez, cette ambiguïté dans les ambitions nucléaires de l'Iran. Donc rien à voir avec Israël. Donc le scénario israélien, c'est pas tant que le changement de régime provoque la dénucléarisation de l'Iran, mais c'est que l'arrière-plan idéologique, si je puis dire, de ce programme nucléaire iranien ne soit pas tourné contre Israël. Et donc c'est vrai qu'un résultat positif pour Israël serait l'émergence d'un système politique moins hostile aux intérêts israéliens. Et dans ce cadre, l'Iran serait un État du seuil, comme dans les années 70. Cela ne posait aucun problème ni à la France, ni au Royaume-Uni, ni à Israël. Donc ça, c'est le scénario idéal, je dirais, du point de vue israélien. Et j'en viens à ta question justement sur le prince héritier par la vie, qui est donc l'héritier du fond de son père du programme nucléaire que son père avait décidé. Et il est donc proche d'Israël, il a rendu des visites, il s'est clairement positionné parce que c'est la fameuse, tu connais par cœur ça Marc, la doctrine de la périphérie. Donc l'Iran étant un État non arabe, il doit s'entendre avec Israël et la Turquie. Et donc c'est la position traditionnelle de l'Iran. Donc c'est une idée reçue de penser que l'Iran est un ennemi d'Israël. Et donc il y a cet espoir, si vous voulez, au sein de la communauté stratégique israélienne d'une normalisation de l'Iran. Et ça rejoint un espoir aussi de l'opinion publique iranienne dans sa majorité. Alors les instituts de sondage indépendants existent. Il y a l'Institut Gaman qui est basé aux Pays-Bas. Et donc lui, il estime que un tiers des Iraniens ont une image favorable du prince héritier. Mais ça ne veut pas dire une adhésion, simplement son nom est connu de la population. Par contre, le soutien au régime est estimé entre 10 et 15 Et même les instituts de sondage comme ISPA, il y en a un qui est réformateur en Iran, donc clairement, lui aussi, il indique aussi un affaiblissement du soutien au régime. Donc le régime est conscient. On l'a vu par exemple sur l'imposition du vol obligatoire. Il y a eu des sondages faits par le régime qui ont été publiés dans la presse iranienne. Donc les résultats dépendent, en fait, si vous faites des sondages via Internet, vous aurez un Iran plus sécularisé, plus pro-occidental. Et ce que fait l'Institut Maryland, il fait par des lignes fixes. Là, par contre, c'est vrai que c'est la propagande du régime qui est répétée par les sondés. Mais en tout cas, il y a des opposants à l'intérieur des frontières iraniennes. Et c'est eux qui ont la légitimité. Il y a une société civile qui est structurée. La question, c'est simplement quelle va être l'ampleur des destructions en lien avec cette opération militaire et à quel moment il y aura un espace politique. Parce que pour l'instant, on est face à un régime qui se durcit et il n'y a pas d'espace politique pour l'expression d'une voix différente à l'intérieur des frontières. Donc il y a aussi la possibilité d'une dissidence, le fameux coup d'État, normalisation autoritaire. Donc il y a des scénarios négatifs aussi de changement de régime qui sont avancés. Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rétrécissement de la base politique du régime depuis 2009, au moins depuis le mouvement vert. Et cette crise de légitimité, paradoxalement, a conduit le régime à un surinvestissement dans la chose militaire et l'appareil sécuritaire. Et c'est de lui que peut venir sa résilience et sa survie. Donc c'est un paradoxe de la situation actuelle. Ça dépendra aussi de l'effort des buts de guerre d'Israël et, ce qu'a souligné Dorothée, de la position américaine surtout. Merci Clément. Dorothée, il y a plusieurs questions sur le Caucase, sur l'Azerbaïdjan, sur l'Arménie, l'impact possible de ce conflit dans cette région. Est-ce que cela t'inspire? Est-ce que je peux avoir les questions exactes?
Ah, il s'il y te en a plaît. tellement, j'aurais du mal à les Non, retrouver. mais, ah oui, Ouais, et parce que c'est un peu large. Bon, alors le Caucase est évidemment touché à partir du moment où l'Iran est un acteur dans ce Caucase. Mais là, peut-être que d'ailleurs Clément a plus de choses à dire que moi. Les Arméniens sont un peuple ami des Iraniens. L'Azerbaïdjan est en désaccord avec ces deux protagonistes. Euh, L'Azerbaïdjan est un allié d'Israël. Donc l'Azerbaïdjan a déjà été mis dans une position relativement inconfortable à partir du moment où, attention, suivez bien, c'est un allié principal de la Turquie et où les Turcs ne s'entendent pas avec les Israéliens en ce moment. Donc effectivement, on a des impacts qui sont très complexe à partir du moment où on n'a pas de, comment dire, de division des camps naturels. Ce que j'essayais d'expliquer au début, c'est que la définition de l'ami et de l'ennemi au Moyen-Orient, elle devient extrêmement compliquée. On a peut-être des logiques sécuritaires qui prennent le pas sur l'ensemble. On a très clairement des Israéliens qui ont travaillé l'Azerbaïdjan parce qu'ils avaient cet antagonisme avec l'Iran qui a été construit, vraiment, qui est quelque chose qui a été construit très sciemment, stratégiquement et dans la tête des Israéliens au cours des 30 dernières années. Amélie le disait, particulièrement un ennemi personnel de Benjamin Netanyahou. Et donc, aujourd'hui, alors qu'on s'inquiétait plutôt de la façon dont l'empreinte russe dans le Caucase allait comment dire, rediscipliner le Caucase avec le retour des Russes en Géorgie, avec la possibilité pour les Russes, le jour où Pachinian les dérangera, de faire sauter le gouvernement Pachinian et donc de mettre fin à cette dynamique de démocratisation en Arménie. Aujourd'hui, la difficulté, elle va venir peut-être de cette évolution d'un Iran vers une transition qui est, comme on l'a dit, pas du tout claire. C'est quand même assez fascinant d'entendre que le régime a 10 ou 15% de soutien seulement, mais de se dire que à partir du moment où c'est quand même un régime très organisé, avec une militarisation de toute une partie de la population, et où c'est un pays qui est aussi immense. L'Iran est un énorme pays, on peut avoir des dynamiques centrifuges. On ne voit pas du tout comment ce changement de régime peut être facilement organisé. Et comme le disait Amélie tout à l'heure, les Israéliens qui sont un peu, comme je le disais, dans une illusion de toute puissance, en se disant que c'est eux qui vont organiser le changement de régime en Iran. Donc là, évidemment, les acteurs du Caucase sont très inquiets, suivent de très près cette évolution, mais c'est vrai que cette solution que finalement on a tous dessinée, la solution irénique qui est une transition douce vers un régime iranien qui ne soit pas en antagonisme avec tellement de monde dans la région et qui puisse être capable d'entretenir des relations diplomatiques et surtout économiques avec l'ensemble de la région est très important. Mais là, je reviens au fait que c'est la Russie aujourd'hui qui, pour moi, est l'acteur principal dans le Caucase. Comment est-ce que la relation russo-iranienne se réorganise à l'avenir en fonction du type de régime? Est-ce que les Russes aujourd'hui ont vraiment besoin des Iraniens pour poursuivre leur effort de guerre en Ukraine? Donc ça, c'est une question que je pose à Clément. Bien, Clément, la question vient de t'être adressée par Dorothée. Je te laisse réagir. Peut-être tu peux réagir plus largement sur les relations russo-iraniennes. Et Oui, Amélie, je te préviens d'emblée, il y a plusieurs questions, remarques sur la place du droit international. Tu fais partie des chercheuses de l'IFRI qui défendent le droit international, même quand il est bafoué quotidiennement en expliquant qu'il a toujours un intérêt. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, dans le cadre de cette confrontation, il garde une pertinence ou pas? Clément. ok. Sur l'Iran et la Russie, oui, comme tu l'as souligné, la Russie, effectivement, n'est pas neutre politiquement, mais militairement, le fait de ne pas s'impliquer, c'est quand même vécu difficilement en Iran et c'est un facteur déterminant pour la survie du régime. Et ça répond aussi à ta question, Marc, sur la possibilité du changement de régime. Un des obstacles au changement de régime, ça pourrait être le soutien russe au guide suprême Ali Khamenei, puisqu'il a une relation personnelle avec le président russe Vladimir Poutine depuis presque un quart de siècle maintenant. Donc c'est vrai que cette proximité, et on voit que la Russie n'a pas sauvé les régimes anti-américains du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de la Syrie, de Bachar al-Assad, ou aujourd'hui de l'Iran, de la République islamique. Donc les relations russo-iraniennes, finalement, euh, sont aussi s'inscrivent dans un cadre plus large, c'est-à-dire que la Russie a aussi même des relations difficiles avec Israël, mais a quand même des relations fonctionnelles avec Israël, et elle est désormais depuis plus de 15 ans plus proche des pays du Golfe, qu'il s'agisse de l'Arabie saoudite pour le pétrole, des Émirats arabes unis pour le contournement des sanctions. Et le fait qu'il y ait la guerre israélo-iranienne n'est pas perçu si négativement que ça à Moscou, parce que les États-Unis risquent d'être engagés de plus en plus militairement aux côtés d'Israël, et ils pourront moins l'être aux côtés de l'Ukraine.
Donc, il y a aussi cet aspect qui est extrêmement positif du point de vue de Moscou et qui, à mon avis, ce facteur l'emporte sur la perte de potentiel partenariat avec un Iran de l'après-République islamique, parce que même le précédent régime avait de bonnes relations avec l'URSS à l'époque, à partir de 1962 et la détente jusqu'en 1979. L'URSS était un partenaire très important de l'ancien régime. Donc, il ne faut pas surestimer le soutien de la Russie à l'Iran. On a beaucoup parlé dans les médias de manière assez superficielle de nouvel axe du mal avec la Russie, l'Iran, etc. On voit aujourd'hui qu'il s'agissait de discours quand même essentiellement médiatiques. Merci. Amélie, avant de te céder la parole, j'annonce la prochaine question pour Héloïse. Il y a pas mal de questions sur la prolifération dans la région, notamment il y a la Turquie qui a déjà été mentionnée très brièvement par Dorothée. Qu'est-ce que tu peux dire de cette prolifération possible dans la région, notamment par rapport au TNP, qui est signataire, qui ne l'est pas, et puis ça renvoie au droit international, c'est-à-dire que vaut l'adhésion à un traité dans le monde brutal dans lequel on vit. Et Dorothée, comme il nous reste que quelques minutes, je t'annonce aussi déjà la couleur. Il y a plusieurs questions sur l'implication possible de l'Union européenne et plus spécifiquement de la France. Quelle position, quel poids dans la région et dans ce conflit spécifiquement? Ok. Bon, alors je ne vais pas faire tout mon couplet sur le droit international est mort, vive le droit international, mais simplement donc sur cette séquence-là, déjà donc en droit international, il y a deux grands corpus. Le jus ad bellum, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la force militaire ou pas? Et le jus in bello, qu'est-ce qu'on a le droit de faire à l'intérieur d'un conflit? Donc sur le jus ad bellum, moi je pense que donc évidemment il y a plusieurs interprétations. Mais en fait, on est déjà dans un conflit ouvert entre Israël et Iran. C'est pas comme si le conflit avait débuté la semaine dernière. C'est un conflit qui était en fait un conflit hybride, qui a eu des phases un peu larvées, non cinétiques, où il y a eu des phases aussi quand même très cinétiques, hein. On se rappelle quand même de l'élimination d'Ismaël Haniyeh. Euh, quand il était justement en Iran pour se rendre à la cérémonie d'investiture du président iranien, où on se rappelle aussi de l'élimination ciblée sur Soleimani. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui invoquent le droit à la légitime défense préemptive d'Israël, de la même manière que Israël avait fait des frappes préemptives, d'ailleurs sur l'aviation en 67 contre l'aviation égyptienne. Euh, pour moi, on est plutôt dans la continuation d'un conflit qui avait déjà été ouvert précédemment. Après, sur le jus in bello, sur ce qui est fait par Israël, c'est ça qui est extrêmement frappant, c'est il y a vraiment un contraste très fort entre une utilisation disproportionnée de la force à Gaza avec des civils qui meurent par milliers, et là, une utilisation au contraire très ciblée de la force finalement. On a des cibles qui sont des installations militaires. Bon, alors c'est en train d'évoluer un petit peu, mais parce que je pense qu'il y a aussi, ils essayent de se créer des leviers d'escalade, de désescalade. On a un bilan humain qui est toujours terrible, mais qui est quand même qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit à Gaza. Et d'ailleurs, même de l'aveu des pilotes israéliens qui ont été interviewés, là, il y a eu un papier dans Haaretz sur ça, ils disent, mais en fait, nous, on est vraiment, on était presque heureux d'aller en Iran parce que ça fait des années qu'on se prépare et surtout parce que c'est un ennemi étatique et qu'on sait qu'on ne va pas aller bombarder des civils à Gaza. Et d'ailleurs, je note aussi qu'il il y a eu des efforts dits de... Donc, c'est le principe de précaution en droit international, c'est-à-dire que quand on sait qu'il peut y avoir des dommages collatéraux, donc des civils qui vont mourir de la suite d'une opération militaire, il faut les prévenir de manière à limiter ce nombre de civils. Et il y a eu des communications en farsi qui ont été faites par l'armée israélienne. Sachant que, et c'est là ce qui est aussi intéressant, c'est que la population, quand ils ont dit qu'il fallait évacuer Téhéran, en fait, se trouve prise au piège parce que, il y a un encombrement tel que c'est impossible en fait d'évacuer Téhéran. Et en plus, les personnes, elles savent pas si à côté d'elles, dans tel ou tel bâtiment, il y a une usine qui fait des drones. Donc voilà, ça pose aussi la question de la capacité en fait à évaluer
ce qui est une cible militaire de ce qui n'est pas une cible militaire. Et on a retrouvé les mêmes problèmes en fait à Gaza parce que la population aussi a été redirigée par l'armée israélienne sans toujours avoir les capacités matérielles de se mettre à l'abri. Et simplement, sur le terme toujours du droit international, je termine par là. Par contre, les cibles iraniennes envers Israël, il y a eu des cibles militaires, par exemple le siège du Mossad, il y a eu la Kiria, donc la base à Tel Aviv qui a été visée, mais il y a eu aussi des cibles civiles. Par exemple, un hôpital dans le sud d'Israël. Et ça, ce sont clairement des crimes de guerre en droit international. Héloïse, la question Oui. suivante que je t'avais adressée. La prolifération dans la région. Alors déjà, il faut rappeler que tous les États au Moyen-Orient sont signataires du traité de non-prolifération nucléaire, à l'exception évidemment d'Israël, qui ne l'a jamais signé et donc qui possède des armes nucléaires. Il y a aussi en fait un projet de zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, qui a été poussé notamment par l'Iran face justement au danger que représente Israël doté d'une arme nucléaire pour les autres pays de la région. Cependant, effectivement, et c'est notamment l'Arabie Saoudite qui l'a exprimé à plusieurs reprises, en signalant que si jamais l'Iran disposait d'une arme nucléaire, alors eux prendraient effectivement les dispositions nécessaires pour également fabriquer une arme nucléaire. Cependant, quand on regarde les programmes nucléaires civils des États de la région, plus effectivement la Turquie, ce ne sont pas des programmes qui sont très avancés. Et surtout, un maximum de précautions sont prises pour éviter justement le risque d'une prolifération nucléaire à l'aide de dispersion du combustible utilisé dans des centrales. Donc, par exemple, l'un des gros sujets de négociation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'est justement la conclusion d'un accord en fait de garantie qu'on appelle un accord 1, 2, 3 direct entre Arabie Saoudite et États-Unis pour que les Américains acceptent en fait d'aider l'Arabie Saoudite à aller un petit peu plus loin dans un programme d'énergie nucléaire civile qui est évidemment extrêmement important pour les pays du Golfe au fur et à mesure que les ressources en pétrole se raréfient. Pour la Turquie, il faut rappeler quand même qu'ils font encore partie de l'OTAN, qui est une alliance nucléaire. Donc, ils sont techniquement protégés par la dissuasion nucléaire otanienne. Et l'Azerbaïdjan, alors je sais qu'ils sont intéressés par un programme de l'énergie nucléaire civile, mais en ce qui concerne l'énergie, enfin une arme nucléaire, je n'avais pas entendu parler. Mais en tout cas, c'est sûr que ça reflète dans le monde un attrait de plus en plus important pour les armes nucléaires. Il y a déjà l'exemple de l'Ukraine. Donc on dit souvent, oui, s'ils avaient conservé les armes nucléaires soviétiques qui étaient stockées sur le sol ukrainien, est-ce que ça aurait pu empêcher la guerre aujourd'hui? Alors, a priori non, parce qu'au contraire, les Russes auraient peut-être agi plus vite pour récupérer ces armes nucléaires-là. Ils n'auraient pas accepté en fait une Ukraine nucléaire. Et la question se pose aussi beaucoup en fait en Corée du Sud et au Japon face en fait à la fois à la menace nord-coréenne, à la menace chinoise et à l'affaiblissement en fait des garanties de sécurité qui peuvent être proposées par les États-Unis. Donc c'est certain qu'il y a un affaiblissement global du régime de non-prolifération et donc c'est surtout pour ça qu'il est important aussi que l'Iran ne se dote pas d'une arme nucléaire pour empêcher en fait que d'autres pays le fassent ensuite et donc un investissement global dans l'architecture de désarmement, de maîtrise des armements et de non-prolifération est nécessaire. Merci beaucoup. Le temps est dépassé, mais on va quand même laisser la parole à Dorothée C'est pour sympa. conclure. Alors, je voulais juste te dire un tout petit point. Alors, je pense qu'on est en train de changer de monde, donc effectivement, il faut peut-être pas voir la prolifération de la même manière. Je suis pas sûre que même si l'Iran n'a pas la bombe, ça empêchera les Saoudiens de s'y intéresser, l'Azerbaïdjan de s'y intéresser et la Turquie de s'y intéresser. Je vous incite à lire un papier qu'on est en train de publier. Je ne sais pas si on l'a déjà sorti, je pense qu'il doit être en ligne, écrit par un ancien ambassadeur turc qui est un excellent analyste sur l'éventuelle contribution turque à la défense européenne, qui dit noir sur blanc dans un paragraphe, en cas d'attaque contre un membre de l'OTAN, la défense collective ne fonctionnera pas. Donc c'est ce que une bonne partie des élites turques pensent aujourd'hui. Ça veut dire que l'OTAN n'est plus vue comme l'OTAN, comme une alliance militaire, tout simplement. Donc je crois que ça, il faut le prendre en compte. Précaution ou pas précaution, l'autonomie stratégique est une telle obsession pour les Turcs et le rattrapage technologique est tel que je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que, effectivement, ça les intéresse. En revanche, ce que tu as dit, Héloïse, ce qui est très important, c'est que leur problème nucléaire civil patine totalement pour le moment.
et qu'il est dans la main des Russes. Mais ça, c'est aussi un point à prendre géostratégiquement qui est très important. Ensuite, Marc, si j'ai bien compris, il y avait une petite question sur les Européens. Si j'ai bien suivi, des 27, il n'y a que 3 pays qui ont soutenu vraiment l'idée de la défense préventive des Israéliens. C'est l'Allemagne, réflexe historique, la France, qui est empêtrée dans des allers-retours un peu compliqués diplomatiquement, la République tchèque, bon, proche d'Israël. Les autres appellent à des escalades à la retenue. Et on a un format diplomatique qui se dessine avec le Royaume-Uni qui a aussi soutenu Israël, mais cette position, ça représente à peu près 10 États dans l'ensemble du monde. Donc je m'interroge sur la viabilité en fait de ce format diplomatique. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir que ce sont les États qui ont pris la position frontalement la plus fortement pro-israélienne qui aujourd'hui vont être envoyés négocier avec l'Iran. Un Iran dont je pense que, enfin, ce que j'ai entendu, ce que Clément a dit, va rester sur ses positions. Oui, les États, tu fais référence au E3 du JCPOA, c'est ça, Royaume-Uni, Bah, je fais Allemagne et référence France. au format de négociation qui se dessine là, avec une réunion diplomatique entre Britanniques, Français, Allemands et Iraniens, après consultation de Marco Rubio. Bien, merci beaucoup, merci Dorothée, merci Amélie, merci Héloïse et Clément, et puis merci à vous tous d'avoir été présents si nombreux pour cette visioconférence. Bon, malheureusement, on n'est pas dans un scénario positif où les choses s'apaiseraient très prochainement. Je suis sûr qu'il y aura encore d'autres occasions de vous réunir pour suivre cette actualité. Et puis, il y a des lectures qui ont été mentionnées par Dorothée dans Politique étrangère. Donc, suivez aussi le site de l'IFRI parce qu'il y aura d'autres formats que des conférences comme ça, et notamment des publications. Merci à tous, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.